Bonjour et bienvenue à tous pour ce tout dernier Miss CNET et donc tout de suite la dernière vidéo de Miss CNET. Ok, donc c'est ça la dernière vidéo de Miss CNET. C'est... Putain de... Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça a été pensé et que c'est... Et c'est normal, car c'est prévu qu'on revienne d'abord sur moi, ensuite sur toi. Vraiment, c'est normal. Mais t'es qui, putain ? Et ça c'est normal. Et là, on passe à toi, puis à moi, puis à toi. T'as vu? C'est normal. Cette fois-ci, c'est fini. Eh oui, haha. Tu passes, s'il te plaît. Hein? Ok, est-ce que tu peux me donner une bonne explication là? C'est une tentative de contourner le copyright. Et ça a marché? Bravo, merci à toi. Mais de rien. Bonjour à tous, c'est dans Miss CNET. Et... Putain, je suis con, j'ai déjà dit ça. Alors, je pense que la grande majorité d'entre vous se demande c'est quoi cette putain de vidéo. Mais en réalité, tout s'explique, je le promets. On est sur une vieille vidéo qui s'inscrit dans un style de vidéo japonais, le MMD, ou dit autrement, le Miku Miku Dance. Mais c'est quoi les MMD, nom qui ressemble beaucoup trop à des bonbons de soirée? Eh bien, les MMD sont des vidéos créées à partir de logiciels gratuits éponymes, donc le Miku Miku Dance, qui est tourné vers la création de chorégraphies de modèles 3D dans toutes sortes de décors possibles. Le nom vient du premier avatar commercial des Vocaloid, Hatsune Miku, qui a vu le jour en 2007. Et le Vocaloid est un logiciel de synthèse vocale qui permet à l'utilisateur de synthétiser du chant en entrant des paroles et une mélodie. Do, ré, mi, fa, mi, ré, do. Et justement, Hatsune Miku est le premier avatar et notre vidéo se base sur un autre avatar très semblable, Kasane Teto, connu pour être le visage de la chanson Ochami Kinu, plus connu sous le nom de Fukireta.
Alors pourquoi on appelle cette chanson aussi Fukireta? Eh bien la réponse se trouve tout en bas à gauche de la vidéo où on voit ce personnage danser qui est évidemment la même danse de notre superbe vidéo. Mais qui est ce personnage? Eh bien il s'agit à la base de Mona, un personnage ressemblant à un chat qui a vu le jour par le codage Shift JIS et qui a été popularisé par ses animations en ce même codage et qui a ensuite été animé de toutes sortes de manières possibles. Et parmi ces différentes animations, on a l'animation dessinée à la main qui est notre danse du jour, danse connue sous le nom de Fukireta et en réalité le nom du chat qui danse qu'on voit ici est Hatushin qui est une évolution de Mona et on en reparlera plus tard. Donc on a les danses et la musique. J'ai pas parlé de Tunak Tunak. Eh ben, c'est vraiment longue ces vidéos. Pour ceux qui vivent dans un trou noir de l'espace depuis le début de leur vie, Tunak Tunak Tune est une chanson indienne de pop de Bhangra de 1998 par Daler Mehndi, qui est connu pour son clip, pour les clones du chanteur et sa danse en étant maintes fois parodié sur internet. Et attention, je vais vraiment ruiner l'ambiance dans 3, 2, 1. Daler Mehndi et 6 autres personnes ont été accusés en 2003 d'avoir escroqué des gens de grosses sommes d'argent en leur promettant faussement de les emmener aux États-Unis. Et en mars 2018, Mehndi a été condamné à 2 ans de prison par le tribunal de Patiala dans une affaire de trafic d'êtres humains. Voilà, ça je pense que c'est assez inattendu pour tout le monde. Donc des danses de mèmes japonais, un mix musical indo-japonais dans un clip vidéo en animation 3D japonaise. Ok, mais pourquoi des bodybuilders en skip avec des têtes d'aigle? Alors, ces bodybuilders est une référence à l'acteur pour film d'adultes homosexuels William Glenn Harold Harrington, dit et connu sous le nom de Billy Harrington, connu aussi comme Aniki ou Gachimuchi. Il a percé sur internet en 2007, d'abord sur la plateforme japonaise Nikudoga, avec une vidéo nommée simplement Lutte professionnelle en skip, qui vient à la base de la vidéo de Billy Harrington, Entraînement d'hommes musclés 3. C'est une vidéo explicite. Et Billy Harrington est devenu un mème très populaire au Japon, puis dans le monde avec évidemment comme constante une ambiance homo-érotique dans d'abord ses vidéos et puis dans les autres mèmes qui continuent de voir le jour encore aujourd'hui. Après, vous savez, quand on dit ambiance homo-érotique et surtout Japon, il faut s'attendre à être très surpris. Alors, désolé, mais là, j'ai pas le temps de vous expliquer. Et attention, je vais encore ruiner l'ambiance dans 3, 2, 1. Billy Harrington est mort en 2018 dans un accident de voiture. J'aurais peut-être pas dû l'annoncer comme ça. D'ailleurs, sa popularité post-mortem s'est étendue en Russie, mais surtout en Ukraine, car en juillet 2022, en pleine invasion de la Russie en Ukraine, une pétition est adressée au président de l'Ukraine pour remplacer le monument au fondateur d'Odessa par un monument à Billy Harrington. Pétition qui a reçu plus de 25 000 votes. Le président Volodymyr Zelensky a répondu à la pétition et a demandé au conseil municipal d'Odessa de discuter de la démolition du monument. Tout ça n'a aucun sens. Donc un acteur porno homosexuel américain, une musique indo-japonaise et de l'animation 3D japonaise. Et donc maintenant, pourquoi des têtes d'aigle? Eh bien la réponse se trouve dans un manga, et pas n'importe lequel, Bobobo, de son nom simplifié, Bobobo. Les gens me surnomment Bobobo.
Mais c'est beau, 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 beau. Et je suis content d'en parler parce que j'aime vraiment Bobobo. Et je suis content d'en parler parce que j'aime vraiment Bobobo. Et je suis content d'en parler parce que j'aime vraiment Bobobo. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Elle est parfaite. Peut-être pour ça que j'ai pas d'amis. Mais de quoi parle le meilleur manga de tous les temps? Eh bien, Bobobo est un manga comique à l'humour absurde et surréaliste dont le héros éponyme se bat avec ses poils de nez. Et ça, ce n'est que le niveau 1 des blagues dans cette œuvre. Car, en effet, dans l'épisode 3, Bobobo cherche à comprendre le sens de la vie d'un hamburger. Dans l'épisode 9, il passe un examen dans une tornade. Dans l'épisode 16, il passe un entretien d'embauche en ouvrant la bouche devant un ventilateur. Et nous, on va s'intéresser à l'épisode 20. Dans l'épisode 20, Bobobo part dans le monde de Babylone afin de trouver son point faible. Et il est accueilli par des hommes musclés en slip à tête d'aigle. Et pas qu'un peu, qui sont officiellement les guides touristiques du monde de Babylone. Il y a clairement une similitude, et surtout qu'en plus, X se multiplie sans cesse comme dans la vidéo. Mais ça ne répond pas à la question. Mais en réalité, si, car si on revient sur Billy Harrington et qu'on regarde son lieu de naissance, eh bien on voit qu'il est né à Nord Babylone, dans la ville de Babylone dans l'état de New York, et dont l'emblème est un aigle. Et donc c'est pour ça que dans l'épisode de Bobobo, les guides touristiques du monde de Babylone sont des hommes musclés à tête d'aigle, comme dans la vidéo, qui est une référence directe à Billy Harrington. Je suis fatigué. Bon, même si je pense que certains avaient déjà compris que les têtes d'aigle c'était une référence directe aux États-Unis, mais vous venez de voir que c'est bien plus précis. Mais ce n'est pas fini, car encore deux choses. Pourquoi cette danse et pourquoi Tunak? Promis, ça va s'arrêter dans pas longtemps. Alors, pour la danse, comme je l'avais dit, ça fait référence à la danse de Fukereta de Mona. Et comme je l'avais dit, en réalité, ce personnage est Hatushin, une évolution de Mona, et Hatushin est fréquemment représenté dans des poses homo-érotiques. Homo-érotisme qu'on retrouve bien évidemment chez Billy Harrington et tous les mêmes qui l'entourent. Ensuite, pourquoi Tunak? Alors là, ça sera plus ma supposition. Donc d'abord parce que dans le clip, il y a la même personne en plusieurs exemplaires qui font la même danse, un parallèle qu'on peut faire avec la vidéo. Et ensuite parce que Tunak est une référence instantanée à l'Inde sur Internet. Et en Inde, il y a plusieurs croyances. Et dans ces croyances, il y a plusieurs bêtes mythologiques hybrides, dont certains sont des divinités comme Ganesh ou Hanuman. Et celui qui nous intéresse, c'est Garuda. Et Garuda, qui veut dire aigle en sanskrit, est le roi des oiseaux. Mais surtout, est la monture de Vishnu, considérée comme la divinité suprême, car symbole de la vie. Mais là, en effet, c'est plus tiré par les cheveux. Enfin, pourquoi est-ce qu'il se multiplie jusqu'à 39 Billy Harrington? Là, j'en sais rien. Là, j'en sais strictement rien. Donc au final, c'est quoi tout ça? De quoi ça parle? Eh bien, je pense qu'on peut dire que ça parle d'un dieu d'Internet. Avant de développer cette idée, il faut d'abord étudier la mise en scène, ce qui serait pas mal vu que c'est plus ou moins le concept de l'émission. Alors, ça commence sur un super gros plan sur l'entrejambe qui danse, et à la 6e seconde, c'est le début du travelling arrière, qui s'arrête sur ce plan large, où on voit que notre personnage a une taille d'immeuble vu qu'il dépasse d'autres immeubles à vue d'œil autour de lui. Puis la caméra monte en diagonale vers la droite, qui fait qu'on passe à une plongée de 3/4. Et quand la caméra s'arrête une deuxième fois, il se multiplie très lentement et on apparaît d'autres du sol pour arriver à 9 Billy Harrington, puis premier cut de la vidéo. Donc jusqu'à ce cut, on était sur un plan bien particulier, le plan séquence. Un plan séquence est une scène filmée en un seul temps, sans coupure. Il s'agit du tournage d'une scène en une seule fois, qui ne comporte aucun montage. C'est un plan obtenu en filmant toute une séquence sans arrêter la caméra, mais en déplaçant la caméra et en recadrant régulièrement la scène filmée. Et les plans séquences réalisés en prise de vue réelle sont vus comme des exploits, voire comme le Graal, mais là on parle d'une vidéo animée par un logiciel 3D, et donc oui, c'est bien plus facile, mais l'effet est le même, une véritable plongée en apnée. La plus grande force d'un plan séquence, c'est son immersion, sans coupe, sans échappatoire. Et notre plan séquence est bien particulier, car en général, dans les plans séquences, la caméra se déplace et peut filmer plusieurs choses. Or, ici, on reste fixé sur nos hommes à tête d'aigle, surtout quand le mouvement se termine en haut à droite, car la caméra ne bouge plus, elle reste fixe, et à partir de ce moment, on peut même considérer qu'on passe d'un plan séquence à un plan long. C'est quoi la différence entre un plan séquence et un plan long? C'est très simple. Dans le plan séquence, la caméra bouge et se déplace, alors que dans le plan long, la caméra est absolument fixe. Puis vient le seul cut de la vidéo,
Et celles et ceux qui m'ont suivi me diront, eh bien, que vu que la séquence n'est pas terminée et qu'il y a un cut, alors ce n'est pas un plan séquence. Et c'est une très bonne réponse, mais l'effet reste le même, voire est encore plus accentué. Pourquoi ? Car d'abord, ça repart sur la même idée, un début en très gros plan et un travelling arrière. Mais vu que les nouveaux arrivants se déplacent autour des premiers venus, alors la caméra les suit, et donc on a en plus un travelling circulaire. Travelling circulaire qui reste sur celui qui est en tête de file, tout en reculant lentement et en passant à travers le décor. Mais finalement, sans qu'on le voie clairement, la caméra devance les autres et filme toute la chorégraphie dans sa globalité, tout en continuant son travelling circulaire et en montant sans cesse vers le haut pour finir face aux 9 premiers hommes à tête d'aigle et filmer le tout en légère plongée. Et enfin, dernier mouvement, qui est le même mouvement du premier plan, un travelling latéral vers la droite et vers le haut, mais avec un recul plus important et donc une plongée plus importante. Et la vidéo se termine sur ce cadre. Vous voyez bien que sur ce deuxième plan, on part sur les mêmes idées que le premier plan, mais tout est encore plus poussé, car on commence plus proche du sol et on finit plus haut qu'avant, avec en plus le travelling circulaire. Sans oublier le ratio, donc un ratio en 4/3, évidemment moins large que le 16/9, qui donc a un champ réduit et nous laisse moins d'espace, donc focalise encore plus notre attention. Maintenant que tout est dit factuellement, pourquoi c'est un dieu d'internet? Alors si on regarde la taille de ce dieu, on voit qu'il dépasse certains immeubles autour de lui. Donc déjà, ça lui donne une certaine envergure. Puis évidemment, il se multiplie, remplissant le cadre, et c'est là que vient une idée, mais jusqu'à quel point il peut se multiplier? Donc déjà, il y a une certaine emprise sur le hors-champ. Car à partir de ce moment, eh bien, tout est possible. Il peut en apparaître encore ailleurs dans l'image. Et ce, même si on a pu avoir une vision hyper globale et large, avec le travelling circulaire, le recul et la plongée, car justement, avec ce travelling circulaire en arrière et cette plongée, ça lui donne une envergure très importante. Car ce qui est dit en substance, c'est, même avec toute cette vision globale, ce recul, eh bien, tout ça nous échappe. Sans oublier la musique, qui justifie tout ça à un certain niveau, qui nous laisse croire que cette vidéo a du sens quelque part, on ne sait où, et c'est bien évidemment cette absence de sens qui nous hypnotise plus que jamais. Car ce qu'on regarde depuis le début, eh bien, on regarde une figure particulière, un dieu à tête d'animal. Comme je l'évoquais avant avec les dieux et déesses des croyances indiennes, ce genre de divinité, ça existe depuis vraiment très longtemps. Tout le monde pense évidemment aux dieux et déesses égyptiens comme Horus à la tête de faucon ou Anubis à la tête de chacal. Mais si on retrouve ce genre de divinité anthropomorphique tantôt en Égypte ou en Inde, eh bien ça veut dire qu'on peut en retrouver ailleurs. Et en Chine, avec les croyances autour du zodiaque chinois, il y a aussi des représentations d'humains à tête d'animaux. Animaux correspondant au signe du zodiaque chinois, et forcément avec le temps, ça a évolué et ça s'est répandu autour, donc aussi au Japon. Et si on revient sur la taille qu'ont ces hommes à tête d'aigle, à savoir plus grand qu'une bonne partie du décor autour, et bien finalement on retrouve évidemment cette même taille auprès des grandes figures des croyances qui ont traversé notre histoire pour leur donner une envergure largement au-dessus de nous. Mais pourquoi du coup avoir représenté beaucoup de divinités de cette manière? Et donc pourquoi avoir donné une telle taille à ces Billy Harrington à tête d'aigle? Pour répondre à ça, il faut remonter au tout début de la création picturale de l'humanité. Quand on pense aux premières créations picturales de l'humanité, on pense surtout à ça. Alors peut-être que remonter si loin dans le temps peut paraître exagéré, mais vous allez voir que non. Car d'abord, si à un moment on a accouché de mythologie avec tout plein de bêtes et divinités fantastiques, c'est qu'à la base ça vient de la fascination de nos plus vieux ancêtres pour les animaux. Le préhistorien André Leroy-Gourand, lui, pensait plutôt que les animaux et les signes abstraits qui les accompagnent sur les parois sont à comprendre comme des symboles religieux ordonnés selon leur caractère masculin ou féminin. Chaman, astronome, zoologue attentif ou chasseur superstitieux, voilà ce que les préhistoriens peuvent penser des occupants de Lascaux. En tout cas, il y a un point sur lequel ils s'accordent tous, c'est que la grotte est un sanctuaire, un lieu où les œuvres peintes et gravées ont une valeur sacrée. Et l'aigle a une place particulière dans l'imagination, car déjà c'est un sacré prédateur, et puis c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Et c'est comme ça qu'il a été dit que c'est le roi des oiseaux, qui a conduit à reprendre sa figure dans énormément de représentations. À partir de ce petit tracé historique de l'imaginaire chez l'être humain,
on peut alors parler de mouvement anthropologique, car ça touche à notre réalité profonde, la réalité semi-imaginaire de l'être humain. On y est putain de merde, hein. Mais justement, c'est quoi la réalité semi-imaginaire de l'être humain? Alors, c'est cette réalité qu'on vit tous et toutes, où on est présent physiquement dans le monde, mais aussi présent mentalement dans notre esprit, où on pense et on imagine chacun de notre côté tout plein de choses. Et cette réalité semi-imaginaire a toujours existé chez notre espèce, en a été le fondement, car justement, comme le dit Edgar Morin dans le cinéma ou l'homme imaginaire, le bouquin où j'ai fait le fou en disant qu'on y est avec Edgar Morin. Génétiquement, l'homme s'enrichit au cours de tous ces transferts imaginaires. L'imaginaire est le ferment du travail de soi, sur soi et sur la nature à travers lequel se construit et se développe la réalité de l'homme. Ainsi, l'imaginaire ne peut se dissocier de la nature humaine, de l'homme matériel, et en est partie intégrante et vitale. Il contribue à sa formation pratique. Il constitue un véritable échafaudage de projection et identification à partir duquel, en même temps qu'il se masque, l'homme se connaît et se construit. L'homme n'existe pas totalement, mais cette demi-existence est son existence. L'homme imaginaire et l'homme pratique, homo faber, sont les deux phases d'un même être de besoin selon l'expression de Dionys Mascolo. Disons autrement, avec Gorky, la réalité semi-imaginaire de l'homme. D'accord, mais pourquoi ce besoin d'imagination est venu de notre évolution? Parce que fut une époque où notre espèce n'avait que très peu de réponses sur le monde dans lequel elle vivait, et pour combler toutes ces absences de réponses, eh bien, on a mis du sens par l'imagination. Le dénuement, c'est le besoin lui-même, d'où en découlent les images qui compensent le dénuement, et ça, on l'a vraiment vu à travers certaines de mes vidéos qui montrent combien cette réalité semi-imaginaire est encore plus exacerbée quand on fait face à une image. Et c'est comme ça qu'on peut constater tout ce mouvement anthropologique de notre imagination, mouvement qui est conditionné par énormément de facteurs, individuels et collectifs, tout comme des facteurs internes et externes. Ainsi, on peut déterminer une esthétique selon tous ces facteurs. Et notre vidéo n'y échappe pas, car d'abord, elle a été faite par un logiciel gratuit, donc des facteurs économiques et sociaux. Puis, elle s'inscrit dans une culture précise, déjà par son esthétique qui est le résultat d'outils de création bon marché, qui reproduit un style de vidéo propre à Internet, style de vidéo qui peut laisser place à des figures mythiques d'Internet. Bon, petite explication. Pourquoi est-ce qu'il y a Ronald McDonald dans ce MMD? Parce que c'est une référence directe à la bien trop célèbre vidéo de l'internet japonais, Ronald Insanity. Et le monsieur au milieu, c'est juste un modèle proposé dans les logiciels de MMD. Alors, c'est moi du montage, et je vais me corriger car j'ai continué les recherches sur ce personnage, et il s'agit de Takakazu Abe, du manga Kuzumizo Technique, un manga gay et apparemment aussi comique. La tenue de Takakazu Abe fait référence au moment où il est remarqué sur un banc par l'autre personnage, donc Masaki Michita, moment particulier car Takakazu Abe dézippe sa veste devant lui, d'où pourquoi le modèle 3D a la veste particulièrement ouverte. Et ce manga a été détourné en toutes sortes de mèmes et même parodié, qui lui a valu une notoriété plus que notable. Voilà, vous savez tout, et je sais pas vraiment si vous voulez vraiment savoir tout ça. Et là, ça va encore. Parce que sinon, il y a des trucs comme ça. Voilà, là, vous vous démerdez, hein. Ça suffit. À travers l'exemple du MMD, on voit combien Internet a ses propres divinités, ses propres bêtes mythologiques, sans cesse imaginées encore et encore, créées encore et encore, jusqu'à avoir au final une constellation complexe d'un imaginaire unique, celui d'Internet. Du coup, lieu de mille et une projections et identifications. Ici, pour Edgar Morin, le cinéma, eh bien, c'est l'homme imaginaire. Eh bien, pour moi, en reprenant le même terme d'Edgar Morin, Internet, c'est l'homme image. Car le cinéma est un art travaillé, un art pensé, dont le but est de susciter notre imagination. Et sur Internet, il y a des vidéos tout aussi travaillées qui peuvent susciter notre imagination, mais aussi des vidéos tout aussi banales et simples, voire sans intérêt,
qui font partie intégrante d'Internet. De la plus courte à la plus longue, de la plus conforme à la plus originale, des plus vieilles aux plus récentes, de la plus impersonnelle à la plus personnelle, bref, Internet est le lieu de toutes les images. Et c'est ainsi que je peux affirmer que l'homme c'est l'image, et l'image c'est l'homme. Eh bien voilà, c'est tout simplement la fin. Donc tout d'abord, merci à vous tous et toutes d'avoir regardé ma vidéo. Ensuite, un très grand merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette émission. Et un merci bien particulier au collectif du 404 de m'avoir soutenu. Le collectif du 404 est un collectif de vidéastes dont j'en fais partie. Le lien du Discord vers le 404 est en description. Et sinon, je vous dis merci beaucoup et simplement au revoir. Ciao! C'était M, c'était N, c'était Miss Net.